Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Samech Aleph. Nous commençons à la dernière ligne de Daf Samach Hamoud Bet. Nous sommes toujours dans les ligne de Darkei Shalom que nous avons vu dans la Mishnah. Et là, nous allons étudier le din des pièges, Metzudot Chayav, Ofot Vidagim. La Mishnah nous avait dit qu'il y a du vol, Mipnei Darkei Shalom. Alors la Gemara va nous expliquer qu'il y a deux sortes de pièges. Il y a des pièges qui ont un tore, c'est-à-dire forme un récipient, et donc l'oiseau qui est tombé, qui a été pris au piège, se trouve dans le keli de la personne, du propriétaire, et donc là c'est sûr qu'il y a un kinyan et que l'oiseau lui appartient. Mais il y a d'autres pièges qui n'ont pas de tort, c'est-à-dire qui ne contiennent pas, qui ne sont pas considérés comme un keli, c'est juste deux barres de fer qui ont pris le pied de l'oiseau ou de la bête sauvage. Là, on ne peut pas dire que la bête sauvage ou l'oiseau a été acquis par le propriétaire du piège, puisque il n'y a pas de kinyan chatzer, de kinyan keli. Donc la Gemara va nous dire la chose suivante. Beozale veoare sont deux sortes de pièges. Ozule, nous dit Rashi, ce sont des filets, un piège, un filet, où il y a un tore, donc il y a un creux. Lorsque l'oiseau, la bête sauvage se trouve à l'intérieur, on peut dire qu'il y a un kinyan du propriétaire. Ou bien, veoare, si c'est fait, aussi un piège, pas avec des fils, mais avec des joncs. La koulal mal obliqué. Là, il n'y a pas de marloquet. Tout le monde est d'accord qu'il y a un véritable kinyan, étant donné qu'on peut dire que ce piège a un tore, contient, et donc il peut y avoir un kinyan keli. Qui est plié, leur marloquette, c'est Belechi. Belechi, c'est un hameçon. Vekokare, Rachid dit, les autres pièges, où on met un long fil dans le fleuve. On va mettre, par exemple, des petites aiguilles sur tout ce fil, tout au long du fil, et on va attraper, par exemple, des poissons avec cet hameçon ou ces fils. Et donc là, il n'y a pas de tort, puisque le poisson se trouve juste attrapé par l'hameçon. Là, normalement, Minatora, celui qui vient prendre ce poisson, par exemple, ou qui vient prendre l'oiseau ou la bête qui a été prise dans le piège, il n'y a pas de tort. Dans ce cas-là, celui qui vient prendre peut être propriétaire, seulement les Khamim m'ont dit, il y a un gezel à cause de Darkei Shalom. Mais Katan, nous avons vu, lorsqu'un enfant, ou un sourd-muet, ou un fou a trouvé un objet, on ne peut pas lui prendre Mishum Darkei Shalom. Rabbi Yossé dit gezel gamo. Amar Afrizda nous dit Gezel Gamo Midivrem. Que signifie Gezel Gamo? Nous avons vu dans la Mishnah Gezel Gamo. Donc d'après Tanakama, il s'agit de Gezel Pnei Darkei Shalom. Et Rabbi Yossé a dit c'est un Gezel Gamo, c'est-à-dire un véritable Gezel. Et ici, la Gemara nous dit Amar Afrizda Gezel Gamo Midivrem. Ce n'est qu'un Gezel Midirabanan. Ce n'est qu'un Gezel Midirabanan, n'oublions pas que l'enfant ne peut pas avoir de kinyan puisqu'il n'a pas de da'at. Donc c'est vrai que Minatora, on pourrait prendre cet objet, l'enfant l'a trouvé, mais je peux le prendre, je peux m'en approprier. Et les Chachamim m'ont dit que c'est Gezel. Alors quelle différence on dit Gezel à cause de Darkei Shalom ou Gezel Gamo Midivrem? Ma'inaf kamina avec Madilotio Bedayanim. Est-ce qu'on peut aller au Bedin et réclamer cet argent? Si on dit que c'est un Gezel Gamo, eh bien on peut aller réclamer cet argent au Bedin devant les Dayanim. Si on dit que c'est juste Mipnei Darkei Shalom, on ne pourra pas aller jusque-là, aller au Bedin. De toutes les manières, nous dit Rashi, que même d'après Rabbi Yossi, ce n'est pas un véritable gezel. Celui qui va prendre cet objet de l'enfant n'a pas transgressé l'interdiction de l'otikzol et ne sera pas non plus pasoul laïdout. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Ani Amenakev Rosh Hazayit Mashetartav, donc un pauvre qui est en train d'essayer de ramasser des fruits en haut de l'arbre, en haut de l'olivier, prendre des olives, donc ce qui tombe lui appartient. Là aussi nous avons vu gezel Mipnei Darkei Shalom ou Gezel Gamo Midivrem. Tana. La Gemara nous rapporte une braïta. Imliket venatan beyad areze Gezel Gamo. Si il a été melaket, c'est-à-dire il a ramassé et il a pris dans la main, et ensuite venatan il a posé sur le sol, étant donné que c'est arrivé dans sa main, ça appartient au pauvre. Si ensuite on vient prendre ses olives, c'est un véritable Gezel. Rav Kahana nous raconte la Gemara avec Azil le Hutzal. Il a été dans cet endroit, cette ville de Hutzal. Chazil Laogava, il a vu un homme d'Aveshadé Oufié qui jetait des bâtons, des canatrant marées et les dattes tombées.
Azal kamankid ve'achil, il a été, il en a pris et il a mangé. Amarle, il lui a dit, Chazemar, Debidae Shaditinu. Je dis, regarde, d'arabe, Debidae Shaditinu, c'est-à-dire que c'est de mes mains que je les ai jetés. Amarle, mais atre de Rabbi Yoshia Ata. On voit que tu viens de la ville de Rabbi Yoshia, puisque Rabbi Yoshia était de cette ville-là de Hutzal, et donc, c'est pour cela que tu es compétent, tu connais les dinim, puisque lui avait l'habitude d'être d'Oresh et d'enseigner ses halachot, et c'est pour cela que toi tu viens faire la différence, et viens dire, mais regarde, c'est de ma main que je les ai jetés, donc ça m'appartient, tu ne peux pas les prendre. Et donc, Karé Aléa, il a dit sur lui le pasuk Vetzadik Yesod Olam, Vetzadik qui est le pilier et la base, les fondations du monde. En parlant de Rabbi Yoshia, qui, à son endroit, dans sa ville, avait enseigné la halachot, les gens étaient compétents et connaissaient les détails de la halacha. Rashi explique que dans cette histoire, cet homme avait jeté des bâtons et que les dattes étaient tombées. Tosfot nous dit que c'est impossible d'expliquer ainsi, puisque sinon, comment se fait-il que Rav Kana a pu manger les dattes? Pourtant, nous avons le dîme de Darkei Shalom. Alors, Rabbeinu Hananel explique qu'en vérité, Shadé ou Fié Médikla, c'est-à-dire, il avait fait tomber des branches de palmier et des dattes étaient tombées. Rav Kana lui pensait que cet homme-là ne cherchait pas les fruits, il recherchait juste les branches de palmier. Donc c'est pour cela qu'il s'est permis d'en prendre. Et l'homme lui a répondu non. Moi, ce que je voulais prendre, c'était même les fruits, donc puisque je l'avais dans les mains, donc c'est un Gezel Gamour, et tu ne peux pas me les prendre. Nous terminons cette suga de notre Mishnah, Darkei Shalom. On n'empêche pas les pauvres non-juifs de ramasser leket shikha ou peam, pnei Darkei Shalom, pour ne pas qu'il y ait de disputes, qu'il y ait Darkei Shalom avec les non-juifs. Tanu Rabbanan, ça fait une braïta qui nous mefarnesim aniye nochim aniye Israël. On va nourrir les pauvres non-juifs avec les pauvres d'Israël. Umevakrim chole nochim chole Israël. On pourra aussi rendre visite aux malades non-juifs en même temps que les malades Israël. Vekovrim et nochim et Israël, et on va enterrer les non-juifs avec les Bnei Israël, les Darkei Shalom pour les Darkei Shalom. Donc Rashi précise bien, pas dans les mêmes cimetières, pas dans les mêmes tombes, mais on va s'occuper des non-juifs. Lorsqu'il y a un mort non-juif, on s'occupera comme si c'était un mort juif, un mort Israël. On continue avec une autre Mishnah concernant toujours Mtnei Darkei Shalom. La Mishnah nous dit, Mashelet Isha, une femme peut prêter les chaverta à son ami, Achashuda la Shvit, si elle a une voisine, une amie, qui ne fait pas attention aux lois de la Shemitah, et qui donc transgresse, qui va garder, par exemple, dit Rashi, des fruits de la Shemitah, et même après le bio, elle va s'en servir. Est-ce qu'on peut lui prêter des ustensiles, des tamis, ou toute chose, ou un four, qui va permettre à cette femme, qui est Chashuda la Shvit, grâce à ces ustensiles, de pouvoir utiliser même des fruits de la Shemitah, qui sont interdits après le bio? Ou bien on peut considérer que non, qu'on ne permettra pas une telle chose puisqu'on vient au contraire l'aider dans sa avera. Alors la Mishnah nous dit on peut prêter. Une femme Mashelet Isha le chaverta achashuda la shvit. Lorsqu'une femme a une voisine, une amie qui est soupçonnée de ne pas respecter la Shemitah et qui même après le Zman bio va garder des fruits de la Shemitah, on peut prêter napa ou kvarat, sorte de tamis verechaim, petit moulin, betanour et des fours pour faire cuire ce que cette femme a besoin, bien qu'elle va utiliser peut-être des fruits de Shemitah. Aval lotibo velotitra mima, mais on ne va pas l'aider à trier, à moudre avec elle. Puisque là, vraiment, on va l'aider dans la avera. Et chez travers un autre digne, une femme qui fait attention à tout ce qui est Touma et Tahara, a le droit, Mashelet Leisha Amaaretz, de prêter une femme d'un Amaaretz qui est ignorante, n'a pas au Gvara, sorte de tamis, ou Boreret, elle pourra même vérifier, trier avec elle, Vetochanet, même moudre, ou Merakedet Ima, ensuite passer le tamis,
Aval Mishetatil et Amaim, mais lorsqu'elle va déposer de l'eau, l'Otiga Ima, il ne touchera pas avec elle. Les Fishen Marzikim et Deovre Avera, puisqu'on n'a pas le droit d'aider ceux qui transgressent, ceux qui font des Averot. Pourquoi elle ne peut pas l'aider lorsqu'il y a de l'eau? Ça Rachid nous l'explique, puisque dès qu'on va mélanger de la farine avec de l'eau, il y a dès maintenant une obligation de Chala. Et comme la femme du Hama Haaretz ne fait pas attention au dinim de Touma et Tahara, elle va rendre impure cette Chala. Et nous avons l'interdiction de rendre impure une Chala. Et donc c'est pour cela que la femme Chaver n'a pas le droit de l'aider dès qu'on met de l'eau. Mais elle a le droit de l'aider même, de moudre et de trier avec elle. Alors que pour une femme qui est Chashuda la Shvit, on n'a pas le droit de l'aider, on peut lui prêter des kélim, des ustensiles, mais pas plus. La Gemara nous expliquera la différence. Et dans tous les cas, lo amrou la mibne d'Erke Shalom, ce que nous avons dit, c'est seulement mibne d'Erke Shalom, c'est-à-dire ce que nous avons permis. Lorsqu'une femme est Chashuda la Shvit, de lui prêter des ustensiles. Ou pour la femme du Hamaretz, on a permis même de l'aider, c'était seulement mibne d'Erke Shalom. Une autre halakha au marzikim et des nochim bashvit, on peut, pour l'instant la Gemara va comprendre, on peut même aider les non-juifs pendant la Shemitah, avalo à l'idée Israël, mais pas un Israël. Veshoalim bishloma mipnei darkei shalom, et on pourra saluer les non-juifs mipnei darkei shalom, et la Gemara nous expliquera bien que lorsqu'on salue un homme et qu'on dit shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, on a le droit de saluer un non-juif avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout d'abord, la Gemara va se pencher sur la première partie de la Mishnah, où nous avons vu cette différence lorsqu'une femme est soupçonnée de Shivi'ite ou lorsqu'une femme est Hama Haaretz. Dans un cas, pour la Chashuda, la Shivi'ite, on pourra lui prêter des ustensiles, mais on ne pourra pas l'aider à moudre ou à trier, alors que pour la femme, Eshet Hama Haaretz, on pourra l'aider même. Quelle est la différence? La Gemara répond à Marabaye, étant donné que Rov Hama Haaretz Ma'asrimeh. Pour la femme du Hama Haaretz, il y a en vérité deux points qui ont été mentionnés dans la Mishnah. Tout d'abord par rapport au dinim de Trumot ou Maasrot, la femme du Hama Haaretz ne fait pas attention, et ensuite au dinim de Touma et Tahara par rapport à la Chala. Donc nous avons vu que pour la Chala, on ne peut pas l'aider puisqu'on ne peut pas rendre impure la Chala. Mais pour la première partie, l'aider à moudre ou à tamiser, ça nous avons le droit, bien que la femme du Hama Haaretz ne fait pas attention toujours au Trumot ou Maasrot, donc on devrait dire qu'on n'aide pas le vrai Avera comme pour la Shemitah. Abaye nous dit c'est différent. Pourquoi? Puisque Rov Hama Haaretz Maasrim, la majorité des Hamaratim ont l'habitude de prélever le Maaser. C'est vrai que pas tout le monde, mais la majorité prélève. Donc c'est un rachage qui est plus lointain. Et donc c'est pour cela que Bnei Darkei Shalom, on a le droit même de l'aider. Mais dans la Chashuda, la Shivi'ite, ça c'est une femme, on sait, elle est soupçonnée. On l'a déjà vu garder des fruits de Shemitah après le Zman Biur, donc là on ne pourra pas en aucun cas l'aider. Rava lui répond différemment, il dit Acha b'Hama Haaretz de Rabbi Meir et Touma v'Tahara de Rabbanan. Ici on parle d'Hama Haaretz comme Rabbi Meir et Touma v'Tahara comme Rabbanan. De quoi il s'agit? C'est-à-dire que, explique Rava, comme nous dit Rashi, que d'après Rava, on ne peut pas dire qu'il y a une majorité d'Hama Haaretz qui prélève. On peut dire qu'il y a moitié-moitié, mertzan. Et donc on ne devrait pas les aider, puis étant donné que c'est une Avera Minatora. Seulement dans notre Mishnah, on parle du cas où on sait que le Hama Haaretz a l'habitude de prélever. Il s'agit du Hama Haaretz de Rabbi Meir, qui a l'habitude de manger ses fruits en état d'impureté, ce qui n'est qu'une interdiction midi Rabbanan, mais c'est un Hama Haaretz qui a l'habitude de prélever les Trumot ou Maasrot. Donc ce qui est marqué Hama Haaretz, c'est par rapport au digne de pureté et d'impureté, nous dit Rava, comme on voit dans la Braïta de Tanya, Ezu Hama Haaretz, Kol Sheno Ochel Choliav Betara de Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, c'est celui qui ne mange pas même ses choulines, même ces aliments qui sont profanes, qui n'ont pas de gloucha, il ne les mange pas en état de pureté. Donc lui est appelé Hama Haaretz, et c'est de ce Hama Haaretz que nous discutons. Donc Rava répond, il ne faut pas penser que le Hama Haaretz ne prélève pas. Il s'agit ici d'un Hama Haaretz qui prélève Trumot ou Maasrot, mais il s'agit d'un Hama Haaretz qui ne fait pas attention à Touma et Tahara. Chachamim omrim kol shelo maaser perotav. Mais les Chachamim disent non, c'est celui qui ne prélève pas le maaser de ses fruits. Donc ce que la Gemara nous explique, c'est que Acha be'Hama Haaretz de Rabbi Meir et Touma ve'Tahara de Rabbanan. Rava répond qu'ici, il s'agit du Hama Haaretz dont nous parlera tout de suite Rabbi Meir, c'est-à-dire c'est un Hama Haaretz qui prélève Trumot ou Maasrot. Donc c'est pour cela que j'ai le droit de l'aider,
j'ai le droit même de moudre et de tamiser avec lui, puisqu'il prélève le Trumoto Masrot. En général, d'une manière générale, la Hamaratim, c'est moitié-moitié. Certains prélèvent, d'autres ne prélèvent pas. Pas comme Abaye qui pense que la majorité prélève. Rava pense que c'est Chetzi. Mais ici, on parle d'un Maharetz qui prélève. Seulement, de quel Amaretz il s'agit? Du Amaretz dont nous parle Rabbi Meir, des Tanya, Ezu Amaretz, Koshino Ochel Cholev Betahara, dit Rabbi Meir. C'est celui qui ne mange pas ses aliments profanes en état de pureté. Et donc, là, pour reprendre, Vetuma Vetahara des Rabbanan. Il s'agit ici d'une Touma et d'une Tara qui n'est que des Rabbanan, puisque Minatora, ce qu'on doit manger pur, c'est seulement la Trouma et les Korbanot. Donc, puisque ce n'est pas un Issour Minatora, il s'agit d'un Ma'aretz qui ne fait pas attention, qui peut rendre impur même ce qui est pur, mais comme ce n'est que des Choulin et que ce n'est que des Rabbanan, les Chachamim Pnei Shalom ont permis. Le Chachamim Omrim, dans la Braïta, on voit que Chachamim disent que Shino Maaser Berotav, c'est quoi le Hamaretz, celui qui ne prélève pas le Maaser de ses fruits, et donc nous on retient Rabbi Meir. Donc la Gemara nous a donné deux explications. On a posé la question, comment se fait-il que dans le début de la Mishnah, lorsqu'une femme est soupçonnée de transgresser la Shemitah, on n'a pas le droit de l'aider. On peut lui prêter des ustensiles, mais on ne peut pas l'aider. Pourtant, la femme d'un Maaretz, qui est théoriquement soupçonnée de ne pas prélever Trumot ou Maasrot, on a le droit même de l'aider. Quelle est la différence? L'Agma donne deux réponses. Ou bien comme Abaye, que la majorité des Amaratim prélèvent. Donc, dans le cas où la femme est Chashuda, nous savons qu'elle ne fait pas attention à la Shemitah, là on ne pourra pas l'aider. Mais concernant le Maaser, puisque nous avons un doute certainement que cette femme a prélevé, donc on a le droit même de l'aider. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est lorsqu'il y a de l'eau, puisque là c'est une notion d'impureté, et ça c'est vrai que pour la Chala, on ne peut pas la rendre impure, donc on ne pourra pas l'aider dès qu'on met de l'eau. Puisque si on l'aide, on va être aussi la cause de cette impureté. Bien sûr, si on peut faire soi-même, prélever la Chala en état de pureté, il n'y a aucun problème. Parfois même les aliments vont être impurs. Donc au contact de l'eau, il y a déjà donc une khana impure et nous ne pouvons pas le faire. Ça c'est la réponse de Abaye. Rava lui répond qu'en général à Amaratim c'est moitié-moitié, certains prélèvent, d'autres ne prélèvent pas. Ici on parle d'un Amaretz qui prélève, mais qui est Amaretz parce qu'il ne fait pas attention de ce qui est Touma Vetahara dans des dîmes des Rabbanan. Et donc Medarke Shalom, les Chamim ont permis de l'aider. Alors que Chashuda la Shvit sont même des Isurim Minatora. Alors, l'Agma continue, puisque nous avons vu dans la Sefa de cette Mishnah que dès qu'on met de l'eau, il ne faut pas toucher la pâte avec elle, avec cette femme de Hamaretz. Donc on voit que là c'est un problème de Touma et Tahara. Mais là, ça voudrait dire que jusqu'à présent, on ne parle pas de Touma Vetara. Et Rachid nous rapporte une autre notion, c'est qu'un aliment, pour qu'il devienne impur, il faut que cet aliment ait été auparavant au contact de l'eau, ce qu'on appelle un Hirsher Touma. Donc quand la Mishnah nous dit mais dès qu'on met de l'eau il ne faut pas toucher, on comprend parce que là il y a eu un Hirsher Touma, il risque de le rendre impur. Donc ça voudrait dire qu'au début de la Mishnah, lorsqu'on a dit qu'on peut l'aider, il ne s'agissait pas de Touma et Tahara. Ce n'était pas un problème de rendre impur les Choulin. La Gemara nous dit non, Recha ve Sefa betuma vetahara. La Recha et la Sefa, on parle les deux de Touma Tahara. Seulement Recha betuma Choulin, mais Sefa betuma Chala. La Recha il s'agit de la Touma de Choulin, comme nous l'avons expliqué. Donc d'aliments profanes, ce n'est ni Touma ni Kodashim, mais la fin on termine avec Terouma. Et Rachid nous explique que dans la Recha, puisqu'on parle de Touma Vetahara déjà, mais une Touma Choulin, on parle, nous dit Rachid, que les fruits étaient déjà mouillés. Donc il y avait déjà eu le Hersher, mais comme ce n'est qu'une Touma Midirabanan, on a le droit de l'aider. Dans la Sefa, où on nous parle de la Chala, lorsqu'il y a de l'eau, avec la Chala, là c'est différent, il y a une obligation de Chala, et là, on ne peut pas l'aider, sinon on va rendre impur la Chala, c'est-à-dire on va aider à rendre impur la Chala. Urmenu mais la Gemara objecte pourtant, nous avons une braïta qui nous dit la chose suivante. Tochani ou mafkidim etzel ochel shevi'it. Nous avons le droit de moudre, et même de laisser des fruits chez des gens qui sont c'est-à-dire qui mangent des fruits de la Shemitah, qui sont soupçonnés de ne pas faire attention aux lois de la Shemitah. Et ceux qui mangent aussi leurs fruits, Betouma en état d'impureté. On peut moudre avec eux, et on peut même laisser des fruits chez eux. On ne craint pas qu'ils vont échanger nos fruits avec d'autres fruits, qui sont des fruits de la Shemitah. Mais on ne peut pas moudre
pour des gens qui sont ochelé shvi'it, ou pour des gens qui sont ochelé perotem betuma. C'est-à-dire on peut aller chez eux, mais on ne peut pas travailler pour eux. Puisque lorsqu'on va les aider, on va les aider dans leur avera. Et donc là, c'est la contradiction, c'est que dans la Mishnah, nous avons vu qu'on peut les aider. Tochenet imma. Et lorsqu'une femme est soupçonnée de ochel perotem betuma, comme nous l'avons vu, puisque c'était l'explication du deuxième cas de la Mishnah de la femme du Hamaaretz par rapport au cholem betuma, nous avons vu qu'on peut l'aider. Ici, la Mishnah dit qu'on ne peut pas l'aider, comme pour la Shemitah. Amar Abaye, Abaye fait la différence suivante, il dit Atam bekohen chashud lechol teruma betuma askina. Là-bas, on parle d'un Kohen qui est soupçonné de manger de la trouma en état d'impureté. Et la trouma, t'avais les touma d'oraita, c'est une impureté qui est minatora, mchaev mita. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas moudre pour lui. On peut moudre chez lui, mais on ne peut pas moudre pour lui, étant donné que c'est une interdiction minatora. Mais plus haut, il s'agit de ochel chulin betuma, et ça ce n'est qu'une interdiction midirabanan. Alors demande la Gemara Yachi mafkidim, si c'est ainsi, si c'est un homme qui est soupçonné de manger de la terouma en état d'impureté, tu peux lui laisser des fruits chez toi. Urmeno, pourtant nous allons voir le contraire. C'est marqué mafkidim terouma etzel Israël amaretz. On peut laisser de la terouma chez un Israël qui est amaretz, qui est ignorant. On ne craint pas que le Israël va la rendre impure. Le Israël, comme il ne mange pas de terouma, ne va pas toucher. Donc on peut laisser en dépôt chez lui. Velo etzel kohen amaretz, on ne pourra pas laisser chez un kohen amaretz, étant donné que son cœur est familier, si on peut dire, avec la terouma. Et donc le Kohen va se permettre de toucher, va la rendre impure. Donc on voit ici que si il s'agit d'un Kohen qui mange sa terouma en état d'impureté, on ne peut même pas laisser des fruits, la terouma chez lui, puisque sinon le Kohen va le rendre impur. Donc la Gemara a voulu dire, on est obligé d'expliquer la Braïta, qu'on ne parle pas d'un Kohen, parce que si c'est un Kohen, on ne comprend pas Mafkidim. Hamar Rabbi Lazar répond à Rabbi Maeskinan Bekli Cheres Amukaf Samit Patil. Ici, on parle dans un cas très particulier, une kimta, et là, la Gemara fait appel à d'autres notions. Dans les dîmes de Touma Tahara, nous savons que lorsqu'il y a un ustensile en argile, en terre cuite, qui est fermé avec un couvercle, ce qui se trouve à l'intérieur ne peut pas être impur, comme c'est marqué dans la Torah. Donc là, ce que nous avons vu, Tochan Mafkidim, Etzel Reshvit, Etzel Ochel Perotem Betuma, où on peut moudre chez eux, mais on ne peut pas moudre pour eux, donc on maintient. Il s'agit d'un Kohen qui est soupçonné de manger de la trouma en état d'impureté, donc je ne peux pas moudre pour lui, je peux moudre chez lui. La question qui était, mais comment tu peux laisser en dépôt chez lui, il risque de toucher et de rendre impur? On parle dans le cas où je laisse en dépôt dans un kéli fermé, avec un couvercle, et là, il ne va pas le rendre impur. Mais demande l'agma, malgré tout ce kéli en terre cuite, même s'il est fermé, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impureté, mais si on le déplace, et une femme nida impure le déplace, même de l'extérieur il peut être impur, puisque c'est comme une touma de massa. Donc, la question revient, puisque ce Kohen ne fait pas attention, on ne peut pas le laisser en dépôt chez lui. Et là, Rabbi Irmia Lokashia. Rabbi Irmia répond, ce n'est pas une contradiction. Voici comment il faut répondre. Ce que nous avons vu, qu'on ne peut pas laisser en dépôt, kan beperot chez Urcherou, ce sont des fruits qui ont reçu les rechertis, qui ont été déjà au contact de l'eau. Et si maintenant le Kohen les touche, il va les rendre impurs, ça tu ne peux pas laisser chez lui puisqu'il risque de toucher. Kan beperot chez l'Urcherou. Mais si ce sont des fruits qui n'ont pas été encore au contact de l'eau, là on pourra les laisser chez eux, étant donné que même s'ils vont toucher, ils ne vont pas les rendre impurs. Et demande la Gemara Urminu, pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué à Molichitim le Tochen Kuti, si un homme amène du blé, un Tochen Kuti. Tochen, c'est celui qui va moudre, c'est un Kuti. Donc un Kuti, une peuple de Kouta qui s'était converti, ou les Tochen, mais qui ne respectait pas les mitzvot, ou les Tochen Amaretz, ou un Tochen, c'est-à-dire celui qui va moudre, s'il est Amaretz, Areilu Becheskatan. Les fruits restent Becheskatan, c'est-à-dire on ne craint pas qu'ils ont été changés, contre des fruits qui n'ont pas été prélevés, le Maaseh, qui ne sont pas Meusa, ou contre des fruits de Shemitah. Donc ça reste Becheskatan, les Maaser et les Shevit. Si au début j'avais des fruits qui n'étaient pas de la Shemitah, où j'avais des fruits où on avait prélevé les Trumot ou Masrot, et que je le dépose chez un homme, un ouvrier qui va les moudre, même s'il est amarré, je ne crains pas qu'il va les échanger. Avalo les Touma.
mais pas pour l'impureté. C'est-à-dire, pour l'impureté, on craint qu'il va les toucher, il va les rendre impurs. Donc la question est que plus haut, nous avons vu qu'on peut laisser en dépôt. Ici, on voit que lorsqu'il y a un risque de tout, on ne laisse pas en dépôt. Mais la Gemara demande, je ne comprends pas la question, Haïmaï Rumia, quelle est la contradiction? On vient de répondre qu'il y a une différence si les fruits étaient mouillés ou pas. Là, vous Kimna Reperot chez le Orcherou, n'est-ce pas que plus haut nous avons expliqué qu'on laisse en dépôt lorsque les fruits n'ont pas été au contact de l'eau. Donc même si le Hamaret, le Kohen les touche, ils ne deviendront pas impurs. Ici, on parle que les fruits étaient déjà au contact de l'eau et donc il risque de les rendre impurs. Et la Gemara demande Vedekarela, Maïkarela, c'est-à-dire celui qui a posé la question. Pourquoi a-t-il posé la question? Après tout, la réponse est évidente. Qu'il y ait une différence si les fruits ont été déjà au contact de l'eau ou pas. Lorsque les fruits n'ont pas été au contact de l'eau. Donc même si le Hamaret est impur et qu'il les touche, ils ne seront pas impurs les fruits. Donc cette dernière braïta où c'est marqué Avalo letuma, qu'on ne peut pas les considérer comme purs puisque c'était chez un Hamaret, n'est pas une contradiction avec ce que nous avons vu plus haut où on peut laisser en dépôt chez le Hamaret, même s'il ne fait pas attention à tout ce qui est pureté et impureté. La réponse est simple, c'est que plus haut, ce n'était pas au contact de l'eau, ici c'était déjà au contact de l'eau. Donc la question de la Gemara est, pourquoi as-tu posé la question si la réponse était si évidente? Et la Gemara répond, Mishum de Kabael et Mirme Acherite Allah. En vérité, pourquoi on a rapporté cette braïta et qu'on a posé cette question? C'est qu'en vérité, on voulait poser une autre question dessus, et donc c'est pour cela qu'on a rapporté cette braïta. C'est que nous venons de voir, donc dans cette dernière braïta rapportée, c'est vrai que la réponse était simple, mais on l'a rapportée pour la suite, pour la question que nous allons poser. Donc dans cette dernière braïta, où nous avons vu que lorsqu'on va amener du blé chez le Kouti ou le Hamaharet qui va les moudre, on considère qu'il ne les a pas échangés avec d'autres, donc il n'est pas nécessaire de reprélever le maaser. On ne craint pas que ce soit de la Shemitah, c'est sûr qu'il ne les a pas échangés, mais comme nous l'avons vu, c'est impur, puisqu'il s'agissait de blé qui était déjà au contact de l'eau. Mais c'est sur la première ligne que là nous allons poser une question. Arilo becheskatam le maaser veshuit. Nous avons vu que c'est considéré becheskatan, c'est-à-dire ça reste comme c'était. Je ne crains pas que le Kouti ou le Hamaret ait échangé les fruits avec d'autres, le blé avec d'autres, et ça reste dans la même chazaka, la même présomption pour maaser shevitz qui a été prélevé, il n'est pas nécessaire de reprendre, on ne craint pas que ça ait été échangé. Et donc là, la Gemara demande, est-ce que vraiment on ne craint pas que le Hamaret ait échangé? Ou minou, pourtant nous avons une braïta. Anouten le chamato, si un homme donne à sa belle-mère. Et Rashi nous explique, c'est un homme qui est lui chaver, donc qui fait attention à tout ce qui est Touma, Tahara, Tevel, et sa belle-mère est la femme d'un Hamaharet. Donc c'est vrai qu'elle est aussi considérée comme impure. On l'a d'abord fait se tremper au mikvé, et donc le chaver a pu lui donner des fruits. Anoten le chamato. Il lui a donné, donc là dans ce cas-là c'était une pâte. Maaser et chou noten la, ve chou noten la imena. Ce qu'il lui donne, ce qu'il donne à sa belle-mère, il doit d'abord prélever le maaser. Et ce qu'il va reprendre par la suite de sa belle-mère, il doit aussi prélever le maaser. Puisqu'on craint que la belle-mère ait échangé avec une autre pâte. Donc il faut d'abord prélever le maaser, sinon la belle-mère va manger donc une pâte qui n'a pas prélevé le maaser. Et ce que lui va prendre de sa belle-mère, ce qu'il va récupérer, il faut aussi prélever, puisque c'est une pâte qui a été échangée et que la belle-mère n'avait pas prélevé auparavant. Donc il risque lui de manger du tevel, donc il faut prélever. Mipnei shechashuda machlefet amit kalkel, puisque la belle-mère est soupçonnée d'échanger ce qui s'abîme. Elle va donner à son gendre une plus belle pâte si la première va s'abîmer. Et donc c'est pour cela qu'il faut prélever avant et prélever après. En tout cas, nous voyons ici que lorsqu'on donne à un Maharetz, on craint que la Maharetz ait échangé avec sa propre pâte. Donc dans le cas du blé, on devrait dire que le Maharetz a échangé avec son blé. La Gemara dit non. Ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? On va répondre ainsi. Hatam qui est katane tamal. Là-bas, à propos de cette belle-mère, il y a une raison que nous donne Rabbi Uda. Amar Rabbi Uda, rotsehi betakanat bita ubosha mechotna. Et la belle-mère a honte de son gendre et elle veut que sa fille soit, dire takana, rangée, soit tranquille avec son mari, avec son gendre. Donc, la belle-mère est prête
à prendre la pâte, si la pâte que le gendre lui a donnée s'est abîmée, elle est prête à garder cette pâte et à donner une autre pâte. D'une manière générale, un homme n'échange pas. On donne du blé à un maharetz, il va moudre ce blé, il va nous rendre ce blé, il ne va pas l'échanger avec un autre blé. Mais là pour Hamato, sa belle-mère, c'est différent. Donc son intention est de faire pour le mieux, donc parfois elle va échanger, même si donc elle ne sait pas, mais il y a un risque donc de tevel, donc c'est pour cela qu'il faudra prélever. Mais d'une manière générale, on ne craint pas que le hamaretz va échanger. La Gemara continue, on ne craint pas, en général ce n'est pas la belle-mère qu'il y a un échange, vatnan. Pourtant nous avons aussi une Mishnah. Atnoten le pundakit. Lorsqu'un homme donne à une pundakit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est l'élève qui est assis devant son maître, donc qui étudie chez son maître, et il est hébergé dans une auberge par une femme qu'on va appeler la pundakit. Et c'est cette pundakit qui va lui préparer, qui va lui faire cuire sa pâte. Lorsque l'élève va donner la pâte à la pundakit, il doit d'abord prélever ce qu'il va donner, prélever le maaser, et ce qu'il va ensuite prendre de ses mains, de la pundakit, il doit aussi prélever le maaser. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle risque de changer. Ou chez Chashouda, chez Mechlefet. Elle est soupçonnée, elle risque d'échanger les pâtes. Donc il faut prélever, sinon il y a un risque de tevel. Donc on voit ici que ce n'est pas sa belle-mère, et pourtant elle va échanger. La Gemara répond Hatam, Moria Vamra. Là-bas, c'est différent, comme l'explique Rashi. Cette femme pense qu'elle fait une mitzvah en échangeant. Lorsqu'elle va voir que la pâte du Talmid Chacham n'est pas aussi bonne, elle va se dire Barbera, c'est-à-dire un élève qui étudie chez son maître. L'Ichol Chamima, Vana Ichol Kirira. C'est lui qui doit manger du bon pain, du pain chaud, et moi je vais manger du pain froid. C'est-à-dire, après 2-3 jours, elle va se dire j'échange, je préfère que lui mange un meilleur pain. Donc d'une manière générale, lorsqu'on donne du blé à un maharetz pour moudre, il ne va pas l'échanger. Dans certains cas, comme si c'est le cas de la pundakit, puisqu'elle a un Talmid Chacham chez elle, ou bien comme explique la Gemara plus haut à propos de la belle-mère qui a honte de son gendre et qui veut takan beta, là il y a un risque d'échange. Mais ailleurs, on ne craint rien. On peut rapporter aussi l'explication de Tosfot qui explique différemment que la pundakit ici va changer, mais au contraire, elle va échanger pour elle récupérer le meilleur. On devra lire la Gemara d'après Tosfot, Moria, c'est-à-dire elle se permet, elle est morée, de dire Barberav lechol chamima vanechol kira, lui va manger du bon pain, du pain frais, du pain chaud, et moi je vais manger du pain qui est vieux, puisque nous dit Tosfot, elle se dit mais moi aussi je me suis fatigué pour lui, donc j'ai le droit d'être de manière payée pour cela, et donc c'est pour cela qu'elle va échanger. Alors la Gemara continue, va katel almal o chayshinan. Donc malgré tout on maintient que ailleurs, si ce n'est pas la pundakit, si ce n'est pas la belle-mère, le hamaretz, une femme hamaretz, ne change pas, et donc il n'y a pas de crainte concernant le maaser ou la shvit. Tout le problème c'est de touma, d'impureté, comme nous l'avons vu. Vatania, pourtant voici notre braïta. Eshet chaver, la femme d'un chaver. Donc le chaver c'est celui qui a accepté, qui a pris la chavrout, c'est-à-dire de faire attention au prélèvement de Trumot Umasot, concernant la touma et la tahara. Eshet chaver, tochenet imeshet hamaretz. Elle a le droit de moudre avec, c'est-à-dire d'aider à moudre une femme d'un hamaretz, bisman shiit mea, lorsque cette femme, la femme du chaver, est impure. Étant donné que lorsqu'elle est impure, elle a l'habitude de ne pas toucher tout ce qui est pur, donc on ne craint pas qu'elle va goûter, elle va manger le blé ou la farine qu'elle est en train de moudre. Puisque là, il y a un autre problème, c'est le problème de maaser. Elle est chez la femme d'un hamaretz. Donc lorsqu'on craint, il y a une crainte qu'elle risque de mettre à la bouche de prendre, là on va lui interdire. Mais lorsqu'on ne craint rien, donc on va lui permettre. Donc lorsqu'elle est tméa, on permet, puisqu'elle a l'habitude de ne rien manger. Ce qui n'est pas impur, elle ne mange pas. Avalo bisman shitora, mais pas lorsqu'elle est pure, puisqu'elle risque de manger. Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, abisman shitma lotitron. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que même lorsqu'elle est impure, elle ne pourra pas moudre avec la femme du hamaretz, puisque sa chaverta, c'est-à-dire son amie, la femme du hamaretz, va lui donner et elle va manger, même dans ce cas-là, elle va accepter de manger. Donc la Gemara nous dit de qui la femme du hamaretz, c'est-à-dire
de quel blé, de quelle farine elle va donner à manger à la femme du Chaver. C'est en vérité de son mari. Donc on voit que la femme du Hamaretz est soupçonnée de voler entre guillemets de son mari et de donner à son ami. Hashtam Ignav Ganva, la Gemara ici maintenant, nous voyons que la femme du Hamaretz est prête à voler de son mari pour donner à la femme du Chaver, alors qu'il nous fait le machlefa. Est-ce qu'elle ne va pas échanger? Bien sûr qu'elle va changer. Donc on voit que même ailleurs on craint que la femme du Hamaretz risque d'échanger. Amar Rav Yosef répond Atam Name Moria Ve'amra. Là-bas aussi, elle se permet de donner à manger à la femme du Chaver qui l'aide, puisqu'elle se dit Torah midishe ka'achil, n'est-ce pas que le taureau, lorsque il est en train d'écraser la récolte, il mange aussi de cette récolte. Le tarsam shor bedisho, dit la Torah, on ne peut pas l'empêcher de manger. Donc là aussi, cette femme se dit, mais ma voisine, amie, elle m'aide à moudre, donc si elle m'aide, elle a le droit de manger, et elle ne pense pas que c'est du vol, qu'elle ne prend rien de son mari, mais donc on maintient que d'une manière générale, une femme ou un ma'aretz n'échange pas ce qu'on lui a donné. Donc c'était juste le problème de Touma, comme nous l'avons vu. Le problème de Touma est parfois réglé lorsque la récolte n'était pas au contact de l'eau, comme la Gemara l'avait expliqué. Donc on comprend pourquoi la Gemara avait rapporté cette fameuse braïta de Amori Chitim de Tochen Kuti ou Tochen Ma'aretz. C'est vrai que par rapport à la Soudia précédente, la réponse était évidente, mais la Gemara l'a rapporté pour poser les autres questions que nous avons vues. Là, nous allons nous arrêter ici, avec la suite, donc, toujours de Ma'aretz, Touma, Tahara, mais sur un autre point. Nous poursuivons Merot Halacha, Daf Samech Aleph. Celui qui est en train de lire le Kriyat Shema, ou qui est occupé à la Tfila, comme par exemple les Psuké des Imra, ou toute autre partie de la Tfila, il pourra s'asseoir dans les Arba Amot de celui qui prie. Même si on est occupé juste à dire les Mishneh de Ezeu Mekomam avant Houdou, il n'est pas nécessaire de s'éloigner des Arba Amot de celui qui prie, puisqu'on a l'habitude de dire Ezeu Mekomam, c'est comme si on est dans la Tfila, et donc, comme nous l'avons vu, on ne se retranche pas, on ne montre pas comme si on était indifférent à la prière, comme si on n'était pas concerné. Puisque nous avons vu que toute l'interdiction, c'est parce que lorsqu'on s'assoit à côté, on montre qu'on n'est pas concerné. Là, on est concerné puisque nous sommes en train de prier. D'après certains, même lorsqu'on est assis et qu'on étudie à voix haute, on fait sortir son étude de sa bouche, nous avons le droit de s'asseoir dans l'herbe à mode de celui qui prie, puisque toute l'interdiction, c'est seulement lorsqu'on se tait. On est assis, on se tait. Mais lorsqu'on est assis, on étudie, donc c'est d'une certaine manière comme si on prend sur soi le joug de la royauté divine. Les poskim nous disent qu'il est bon d'être mahmir, de ne pas s'asseoir dans les arba amot de celui qui prie, même lorsqu'on est en train d'étudier, sauf si c'est makom atrak et qu'on n'a pas le choix. Pour s'asseoir derrière celui qui prie, là les poskim nous disent qu'il n'est pas nécessaire d'être mahmir si on étudie, on peut s'asseoir derrière celui qui prie. Donc nous avons vu plus haut que de s'asseoir en face de celui qui prie, c'est interdit. Donc là aussi, il vaut mieux être mahmir, de ne pas s'asseoir même lorsqu'on est au-delà des arba amot. Et là, il n'y a pas de différence si on est assis et qu'on prie ou qu'on étudie. Dans tous les cas, on ne doit pas s'asseoir dans le champ de vision de celui qui prie.